En 2054, sur la planète Niflheim, Mickey se réveille couvert de givre au fond d'une crevasse. Apercevant un vaisseau, il appelle son ami Timo, stupéfait de le voir en vie. Pourtant, au lieu de l'aider, Timo s'empare seulement de son lance-flamme et lui dit que le sauver ne servirait à rien, car il mourra bientôt de toute façon. Mickey est un clone, le 17e pour être exact. À chaque décès, l'entreprise pour laquelle il travaille imprime un nouveau corps. Ses souvenirs, sauvegardés chaque semaine sur un ordinateur, sont injectés dans son nouveau corps afin d'éviter toute perte de mémoire. Ce processus est devenu une routine banale pour le département scientifique, au point qu'il n'y prête plus vraiment attention. Lors de l'impression de Mickey 17, un tuyau s'est détaché de la machine, perturbant le processus avant d'être reconnecté. Sur Terre, le clonage est interdit, mais dans l'espace, il est autorisé uniquement pour des personnes qualifiées des « expandables ». Mickey est l'un d'eux, chargé des missions les plus dangereuses sans considération du risque, car il suffit de l'imprimer à nouveau. Un jour, il est envoyé hors du vaisseau pour effectuer des réparations, mais il découvre vite la supercherie. La machine fonctionne parfaitement, ils veulent en réalité l'exposer aux radiations pour analyser sa lente agonie. Soudain, un outil tombe et lui sectionne la main, ce que les scientifiques trouvent fascinant. Alors il se concentre sur la collecte d'échantillons, que la docteure Dorothy qualifie de « spéciaux ». Cette expérience a commencé 4 ans plus tôt sur Terre. Mickey et Timo étaient meilleurs amis. Un jour, Timo le convainc d'emprunter de l'argent à des créanciers douteux pour ouvrir une boutique de macarons. L'affaire échoue et des hommes dangereux réclament leur dû. En tentant de fuir, ils sont neutralisés par des grenades paralysantes et se réveillent face au parrain de la mafia, Darius, un homme qui adore découper ses victimes à la tronçonneuse. Comprenant qu'ils finiront en morceaux s'ils ne remboursent pas, ils décident de quitter la Terre. Mickey postule pour une expédition coloniale, mais il y a des millions de candidats. L'expédition est dirigée par Kenneth, un ancien député ayant perdu ses 2 dernières élections. Soutenu par des fidèles fanatiques et financé par une puissante organisation religieuse, il décroche un important parrainage. Timo obtient une place facilement grâce à un permis d'apprenti pilote. Mickey, sans qualification, choisit par hasard le poste des « expandables » sans en lire la description. Un représentant de la compagnie lui fait visiter les lieux en expliquant le rôle des expandables. Leur imprimante utilise tous les déchets organiques du vaisseau, y compris les cadavres, pour générer de nouveaux clones. Distrait par le parfum envoûtant de son guide, Mickey n'écoute presque rien. Avant de l'envoyer dans la machine pour son scan initial, la femme enlève un bouton sur son front afin qu'il ne réapparaisse pas sur chaque clone. Puis, elle sauvegarde ses souvenirs dans une brique et lui injecte une solution spéciale pour stimuler ses anciennes mémoires. Mickey revit alors un souvenir traumatisant. Enfant, en appuyant sur un bouton rouge dans la voiture familiale, il a causé un accident qui a tué sa mère. En pleine crise émotionnelle, la femme lui tend une arme et lui demande de se supprimer pour prouver sa foi au système et s'habituer à mourir. Incapable de le faire, elle appuie sur la gâchette, mais l'arme est vide. Peu après, le vaisseau décolle et Mickey doit s'adapter à sa nouvelle vie à bord. La nourriture est infecte et strictement rationnée. Si quelqu'un essaie de prendre plus, une alarme le force à tout lâcher. Lors du premier repas en équipage, Kenneth apparaît avec sa femme Ilfa et des assistants envoyés par l'église. Il est clair qu'il n'est qu'une marionnette manipulée par Ilfa et l'organisation religieuse. La majorité des membres d'équipage l'admirent, mais certains restent sceptiques. C'est alors que Mickey aperçoit Nasha, une agente de sécurité dont il tombe instantanément amoureux. Elle l'invite à sa table, partage son repas avec lui et ils se rapprochent immédiatement. Pendant ce temps, Kenneth fait un grand discours sur leur mission. Fonder une nouvelle société sur une autre planète. Pour préserver les ressources, il interdit toute activité intime jusqu'à l'installation de la colonie, ce qui mécontente l'équipage. Pour calmer les tensions, il promet qu'une fois installé, il encouragera ces pratiques. Ses fans l'adorent, mais Mickey et Nasha se moquent de cette règle et commencent à se voir en secret. Dans leur temps libre, ils imaginent des positions et les numérotent pour les reproduire plus tard. Les autres membres de l'équipage sont obsédés par la question de la mort et harcèlent Mickey de questions sur ce que ça fait de mourir, ce qui le met mal à l'aise. Nasha menace de leur tirer dessus pour qu'ils fassent eux-mêmes l'expérience. Cela déclenche une bagarre à la cafétéria et tous finissent en cellule pour la nuit. Mickey voit aussi ses rations réduites de moitié. Nasha est jalouse quand d'autres femmes, comme Kai et Jennifer, essaient de se rapprocher de Mickey et leur rappellent qu'il est déjà pris. Finalement, le vaisseau atteint Niflheim. Les scientifiques envoient alors Mickey dehors, sans casque, pour collecter tous les virus de la région. Mickey se sentit immédiatement mal et mourut, mais son expérience fut répétée plusieurs fois afin de trouver un vaccin. Une fois, alors qu'il était encore en vie dans son sac mortuaire, les scientifiques le remarquèrent mais le jetèrent tout de même dans le recycleur. Grâce au Mickey 12 à 16, un vaccin fut découvert, permettant aux humains d'explorer la planète sans masque. Mickey fut envoyé avec la première équipe d'exploration dans une grotte glaciale. L'une d'elles bondit sur elle et, en tentant de fuir, elle sentit un petit alien s'agripper à sa jambe. Un membre de l'équipe ouvrit le feu. Alors qu'il tentait de sortir, Jennifer s'immobilisa en entendant un bruit au-dessus d'elle. Paniquée, elle tira, brisant une couche de glace qui s'effondra et l'écrasa. Kenneth hurla sur Mickey, lui reprochant de ne pas être mort à la place de Jennifer. Après avoir visionné les images des créatures, il les nomma Creeper et réduisit encore la ration de Mickey tout en doublant son temps de travail. Ils l'envoyèrent capturer des spécimens, et Timo passa en vaisseau pour lui livrer de la nourriture.
Un après-midi, Mickey marcha sur une plaque de glace fragile qui céda, le précipitant dans une crevasse. Après le départ de Timo, un immense creeper le trouva et le traîna au sol. Rapidement, des bébés creepers l'encerclèrent et commencèrent à mordiller ses doigts en jouant. La mère le tira hors de la crevasse et émit des sons que Mickey tenta d'imiter. Il conclut alors que les clones étaient si répugnants que même les aliens refusaient de les manger. Peu après, un camion de la compagnie passa à proximité. Mickey hurla, mais personne ne l'entendit. Il courut et parvint à grimper sur le toit du véhicule pour rentrer au vaisseau. Une fois dans sa chambre, il découvrit avec horreur que Mickey 18 avait déjà été imprimé. Pris de panique, Séventine réalisa que les clones multiples étaient interdits. 18, lui, réagit en lui lançant un haltère au visage pour l'assommer. Le problème des multiples avait commencé sur Terre avec la découverte du clonage. Le comité d'éthique s'inquiétait des abus potentiels, notamment à cause d'un certain Alan, scientifique suspecté d'être sociopathe. Un témoin l'avait identifié comme responsable de plusieurs meurtres de sans-abri, mais Alan possédait un alibi parfait. Lorsque la police fouilla sa maison, elle découvrit qu'il s'était secrètement cloné pour commettre des crimes tout en se créant un alibi. Pendant que les forces de l'ordre interrogeaient les deux premiers Alan, un troisième continuait à tuer en ville. Son arrestation souleva un débat juridique inédit. L'Église s'opposa aux clones multiples, arguant qu'une seule âme ne pouvait occuper qu'un seul corps. En revanche, la communauté scientifique voulait exploiter cette technologie. Kenneth intervint alors en déclarant que les clones imprimés étaient un péché, mais qu'ils pouvaient être utilisés pour une cause supérieure. C'est ainsi qu'il proposa le programme expandable, suggérant une loi limitant leur nombre à un seul par planète et garantissant l'élimination immédiate en cas de multiples. De retour au présent, Séventine se réveilla en réalisant qu'Eighteen le transportait dans un chariot. Il se souvint que Nasha lui avait dit que chaque Mickey était légèrement différent, et il comprit qu'Eighteen était plus violent. Arrivé à la salle du recycleur, Séventine tenta de l'attaquer par derrière, mais Eighteen, plus rapide, le maîtrisa et le projeta contre l'ouverture du recycleur. Séventine proposa alors un marché, alterner leurs tours et partager leur charge de travail. Eighteen, intrigué, s'interrogea sur sa peur de mourir, lui qui était déjà mort plusieurs fois. Séventine lui fit un discours poignant sur leur individualité, mais Eighteen refusa de l'écouter et tenta tout de même de l'éliminer. Soudain, un bruit de pas interrompit leur combat, et les deux clones se cachèrent. Après le départ de l'acheteur, Eighteen surgit et se jeta sur Timo, l'accusant d'avoir ruiné sa vie avec cette idée d'entreprise. Il le poussa vers le recycleur, prêt à l'Y jeter, mais Séventine intervint pour l'arrêter. Une bagarre éclata. Eighteen s'empara d'une barre de métal chauffée, prêt à tuer. Nasha et Zek, chefs de la sécurité, arrivèrent à ce moment-là. Eighteen contraignit Timo à mentir, lui promettant de garder son secret s'il prétendait être tombé accidentellement. Timo obtempéra, et tout le monde repartit sans se douter de la vérité. Séventine, caché dans l'ombre, observa Nasha partir en compagnie d'Eighteen, jaloux de les voir aussi proches. Il tenta de les suivre, mais un représentant de l'église l'intercepta pour lui demander une photo avec la mascotte de la compagnie. Il lui annonça également que Mickey avait gagné un dîner privé avec Kenneth et Ilfa. Lors du repas, Mickey ne put s'empêcher de se goinfrer de la nourriture exquise. Kenneth s'excusa pour sa réaction à la mort de Jennifer, et Kyle les rejoignit. Kenneth et Ilfa lui révélèrent alors leur véritable plan. Ils voulaient une colonie de sang pur, et Kyle correspondait à leurs critères pour avoir des enfants. D'autres colonies utilisaient des puces sur les embryons, mais Kenneth et Ilfa refusaient cette méthode. Soudain, Mickey vomit sur le sol. L'équipe scientifique accourut immédiatement, observant une étrange éruption cutanée apparaître sur son cou. Ils conclurent que la viande contenait un hormone expérimental de croissance. Pour le sauver, ils lui injectèrent un médicament spécial. Mais au lieu d'aller mieux, Mickey s'effondra au sol, hurlant de douleur. Kenneth pense qu'il serait plus humain de l'exécuter, et Ilfa déplace son tapis pour éviter les taches de sang. Kai trouve inacceptable que Mickey soit traité ainsi, mais Kenneth lui rappelle qu'il n'est qu'une expérience. Mickey supplie qu'on ne lui tire pas dessus, affirmant qu'il se sent mieux. Kai l'emmène alors avec elle. Dans sa chambre, Mickey aperçoit des photos révélant que Kai et Jennifer étaient en couple. Kai lui demande ce que ça fait de mourir, voulant comprendre ce qu'a ressenti Jennifer. Mickey avoue que c'est terrifiant et qu'il déteste ça. Kai tente alors de se rapprocher de lui, mais Mickey panique et s'enfuit. En retournant dans sa chambre, Nasha l'accueille en le reconnaissant immédiatement comme Séventine, insinuant qu'Eighteen l'a déjà dénoncé. En riant, elle trace les numéros des clones sur leur torse avec son rouge à lèvres. Eighteen se montre étrangement amical, et Séventine remarque une bouteille vide prouvant qu'ils ont pris de l'oxysosol. Une dispute éclate entre les clones, mais Nasha les interrompt en leur proposant de partager les tâches et la nourriture. Puis elle les emmène au lit, et le trio commence à s'amuser, jusqu'à ce que Kai entre dans la pièce et les surprenne. Sans un mot, elle quitte la chambre, suivie par Nasha. Les clones regardent la télévision, où Kenneth débat avec ses scientifiques dans une émission ridicule. Agacé, Eighteen jette son verre contre l'écran en écoutant Séventine lui raconter le dîner. Furieux, il s'empare de l'arme de Nasha et quitte la chambre, décidé à tuer Kenneth. Pendant ce temps, Nasha retrouve Kai, qui veut dénoncer les multiples, puisqu'ils sont illégaux. Kai lui propose de se taire en échange d'un Mickey, ce qui scandalise Nasha, refusant de traiter Mickey comme un objet. Leur dispute est interrompue par Eighteen qui passe en courant, poursuivi par Séventine. Ce dernier crie que son double est armé.
Dans la cafétéria, une machine laser découpe un énorme rocher pour révéler un diamant noir. Caché dans la foule, 18 s'apprête à tirer, mais un fan de Kenneth le plaque au sol. Au même instant, un creeper surgit du rocher, provoquant une panique générale. Kenneth grimpe sur une table et ordonne de capturer la créature vivante et de stériliser la zone. Les scientifiques, vêtus de combinaisons de protection, tentent de l'attraper en vain. Kenneth remarque alors l'entrée de Séventine et lui ordonne de participer à la capture. Lorsque le creeper cesse de fuir, Séventine reproduit les sons qu'il avait entendus dans la crevasse, ce qui intrigue Dorothy. De son côté, 18 récupère son arme et tire, mais Séventine et Nasha l'interceptent. La balle frôle la joue de Kenneth et transperce le diamant. Kenneth s'apprête à s'indigner sur la présence de clones multiples, mais un deuxième creeper surgit et s'agrippe à son visage. Kai et les autres gardes ouvrent immédiatement le feu, réduisant le creeper en une flaque de gelée, tandis que les scientifiques capturent le premier. Les cris du bébé creeper résonnent jusqu'à la crevasse, où la grand-mère l'entend. Quelques minutes plus tard, Nasha et les clones sont enfermés dans des cellules. Une dispute éclate à propos des creepers, et Séventine raconte ce qui s'est passé dans la crevasse, persuadé qu'ils l'ont rejeté par dégoût. Mais Nasha le corrige. En réalité, les creepers l'ont sauvé et raccompagné en sécurité. Soudain, un sac percute la tête du garde endormi. C'est Timo, qui entre discrètement, le garde étant l'un de ses clients. Il montre à Séventine une lettre trouvée sur sa porte. Les hommes de Darius les ont suivis jusqu'ici. Darius est prêt à oublier la dette de Timo, s'il lui envoie une vidéo de Mickey découpée à la tronçonneuse. Pendant que le garde installe la caméra, Timo fond en larmes et supplie Séventine de le sauver, affirmant qu'il va mourir de toute façon. Kai l'accuse d'exagérer, ce qui le pousse à cesser ses pleurnicheries et à ordonner au garde d'électrocuter Séventine. Il demande cependant une dose d'oxysozole en échange. Lorsque le garde s'approche pour lui donner la drogue, 18 lui saisit le poignet et lui fracasse la tête contre les barreaux. Simultanément, Nasha lui vole son arme et neutralise Timo avec un tasé. Ensuite, elle s'empare des clés du garde, libère les clones et attrape la tronçonneuse, prête à exécuter Timo. À cet instant, Zek les découvre et les fait tous arrêter. Escortée dans les couloirs, Séventine réalise que Nasha l'a toujours protégé, notamment le jour où elle avait insisté pour qu'il porte une combinaison de protection afin de le réconforter lors d'une expérience hautement toxique. Les scientifiques déplacent aussi le bébé en pleurs. En voyant Séventine, Dorothy imite les sons qu'il a produits à la cafétéria, et il les répète. Elle pense qu'il s'agit d'un véritable langage et envisage de créer un traducteur. Tout le monde est conduit à la salle du cyclé, où il coupe la queue du bébé pour en faire une nouvelle sauce. Kenneth marque la joue d'18 avec une tige de métal brûlante afin de distinguer les clones, puis ordonne à un scientifique d'effacer entièrement la mémoire du système. Alors qu'il se plaint des creepers, Nasha lui rétorque que ce sont les habitants natifs et que les humains sont les véritables envahisseurs, révélant que les créatures ont sauvé Mickey. Kenneth éclate de rire et explique que les creepers ne l'ont pas mangé parce qu'il est de la nourriture avariée. Dorothy intervient pour annoncer que son équipe travaille sur un traducteur. Sur la table, le bébé crache sur Kenneth, qui tente de lui jeter la tige brûlante mais rate son coup. Enragé par le chaos ambiant, Kenneth commence à crier et Nasha lui hurle dessus pour l'insulter. Fou de rage, Kenneth suspend le bébé au-dessus du trou du cyclé et lance l'autre extrémité de la corde à Nasha, qui doit l'attraper avec ses dents pour le sauver. Zek ordonne à l'un de ses hommes d'enregistrer la scène avec la caméra cachée dans ses lunettes. Kenneth veut gazer tous les creepers, mais Ilfa a une idée plus cruelle. Des explosifs sont attachés aux clones, et Kenneth reçoit 2 boutons pour les déclencher. Ilfa propose un défi. Ils doivent couper autant de queues de creepers que possible, et le premier Mickey a en rapporté sans survie, tandis que le perdant est exécuté. En quittant la salle, Séventine murmure que c'est une punition pour l'accident de voiture. 18 lui répond que la panne était un défaut mécanique et que leur mère serait morte de toute façon, ils ne doivent pas se sentir coupables. À l'entrée, Dorothy les rattrape et leur remet un prototype de traducteur. Les clones s'enfoncent dans la foule de creepers jusqu'à trouver la mère, qui comprend immédiatement Mickey. Elle connaît son nom et lui rappelle qu'elle l'a sauvé, mais que les humains ont tué son enfant. Elle prévient que si l'autre bébé meurt, elle exterminera l'humanité. Pour prouver sa menace, elle pousse un cri strident, aussitôt imité par les bébés. Les clones se bouchent les oreilles alors que l'alien explique que ces cris peuvent faire exploser les yeux et le cerveau. Dans le vaisseau, Kenneth et Ilfa paniquent en voyant les clones dialoguer avec les creepers. Soudain, Séventine court vers les caméras et forme un signe de C3 avec ses doigts. Nasha reconnaît immédiatement le message « Ramenez le bébé ». Ilfa et le représentant religieux trouvent cela absurde et estiment que seul Kenneth devrait négocier avec une nouvelle espèce. Tandis qu'il prépare une grande entrée, Séventine promet à la mère que Nasha rapportera le bébé. Mais la mère Creeper estime que ce n'est pas suffisant. Un humain doit mourir pour équilibrer les pertes. 3 véhicules dirigés par Kenneth quittent le vaisseau, tandis que Nasha bondit et capture Ilfa avec ses jambes. Zek attrape la corde et Nasha accepte de relâcher Ilfa si on la laisse ramener le bébé à la mère. Alors que Zek s'apprête à lui rendre la corde, Ilfa lui tranche le poignet pour la faire tomber. Mais Nasha la rattrape de justesse. Ilfa exige son arrestation, mais Zek annonce que Kenneth et elle ont abusé de leur pouvoir et qu'ils seront jugés. Voyant les véhicules arriver, les bébés Creepers courent protéger leur mère en formant des tas éparpillés, rendant impossible de viser. Kenneth tire au hasard, mais au même moment, 18 surgit. Le représentant religieux pousse alors le soldat,
faisant exploser la roquette dans le ciel pour éviter de déclencher la bombe du clone. Kenneth ouvre le feu mais ne touche que la caméra, tandis que Nasha arrive avec le bébé. 18 annonce qu'il exécutera l'humain réclamé par la mère. Il hésite un instant, et Kenneth tente de l'intimider avec la peur de la mort. Mais 18 appuie sur le bouton. L'explosion le tue ainsi que Kenneth, et les Creepers quittent les lieux en paix. Une fois le conflit terminé, l'équipage entier est emprisonné. Il face sombre dans la folie et finit en psychiatrie, où elle met fin à ses jours. Timo affronte un homme de Darius, lui arrache l'oreille à coups de dents et le jette dans le cyclé. Il est libéré sous prétexte de légitime défense. Les procès du reste de l'équipage deviennent un imbroglio juridique et politique. Après sa libération, Nasha se présente aux élections du comité pour tenter de réformer l'organisation. Dorothy achève le traducteur, et Mickey converse régulièrement avec les Creepers. Ils découvrent que leurs cris ne sont qu'un bruit aléatoire sans danger, la mère bluffait. 6 mois plus tard, Mickey aperçoit une silhouette près du cyclé. Ilfa, en train d'imprimer un nouveau Kenneth. Ilfa tend alors sa main ensanglantée. Contrairement au souvenir de la mort de sa mère, Mickey n'a plus peur. Puis il ouvre les yeux, il est assis parmi la foule, écoutant Nasha prononcer un discours en tant que nouvelle dirigeante du comité. Quand elle annonce la fin du programme des remplaçables, Mickey appuie sur un bouton, détruisant le cyclé.